Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, on est le 31 mai et ce matin, j'ai eu une discussion avec ma maman hyper intéressante sur ma vision autour de Maison Nymphéa, du Jardin Nymphéa. Ma mère, elle participe énormément. Elle co-crée avec moi le Jardin de Nymphéa et c'est d'ailleurs elle qui fait tous les travaux. Vraiment, on peut dire ça aujourd'hui. Moi, j'en fais quasiment plus. C'est vraiment un soutien, un pilier et on a eu cette discussion hyper intéressante où elle s'interrogeait sur ma vision. Parce que je lui ai partagé plusieurs fois que j'avais une énorme ambition pour la suite, que je voulais devenir multimillionnaire, et c'est pas du tout mon éducation. Moi, mes parents, ma mère était ouvrière agricole, et j'ai pas du tout été éduquée comme ça, et j'ai un mode de vie très simple. Moi, je suis quelqu'un de très minimaliste, j'ai 2 paires de chaussures. Là, aujourd'hui, vous me voyez un peu maquillée parce que je fais une vidéo, mais sinon, c'est minimaliste au max. Mes affaires tiennent dans une valise, donc je suis quelqu'un de très simple, toujours nu-pied. Et pourtant, j'ai une très grosse ambition. Et donc, je lui ai expliqué pourquoi. C'était hyper intéressant parce que je me suis rendu compte que je lui avais jamais expliqué vraiment le fond de ma vision. C'est que je vois sur plusieurs générations. J'ai une vision à peu près sur 200 ans. Et ça fait un moment que j'ai envie de partager cette vision parce que, évidemment, quand j'ai commencé l'aventure Maison Nymphéa, j'avais pas la même vision qu'aujourd'hui. Et justement, ma vision d'aujourd'hui, c'est le bébé, on va dire, c'est le fruit des résultats de ma première vision, qui était le jardin de Nymphéa. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai eu un éveil spirituel pendant le Covid, comme beaucoup de personnes, parce qu'en fait, j'étais tellement sous pression avec ce qui se passait, avec les confinements à répétition, les discriminations, voilà, tout ça, que j'ai eu envie de soulever le tapis et voir un peu le dessous, voir ce qui se passait vraiment. Et ce que j'ai vu m'a réveillée, mais de manière très sombre en fait. J'ai pris conscience de beaucoup de choses et ça m'a littéralement minée. À l'époque, je travaillais, j'étais cadre en ville en fait. J'habitais dans un appartement et tout d'un coup, bah, toutes les libertés m'étaient fermées, comme je refusais la vaccination. Je me sentais comme un rat en cage et j'avais un très très mauvais sentiment pour le futur. Mais il faut aussi dire qu'à l'époque, j'étais très naïve. Je découvrais tout ça. Des tonnes de gens étaient au courant depuis très longtemps, hein, qu'on est des esclaves modernes. Moi, je le découvrais, honnêtement, ça m'a détruite. Et ce qui est génial, c'est que cette pression hors du commun, comme beaucoup de gens, mais pas tout le monde, donc moi aussi, si je peux vous motiver, prenez cette vidéo pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des changements de vie drastiques pendant le Covid à cause de ces prises de conscience, et moi, j'en fais partie. Il y a eu 2 choix radicaux que j'ai fait à cette époque. Le premier, c'est de créer mon entreprise parce que je voyais bien que je tournais en rond dans le salariat et que c'était pas pour moi en fait. Que euh, j'ai j'ai revu une vidéo de Guillaume Kaisak qui est vraiment un de mes mentors depuis des années et qui m'a énormément soutenue par ses enseignements dans ses nouveaux choix de vie, qui m'a énormément guidée. Euh, il a fait une vidéo sur la magie noire. Et moi, à l'époque, j'avais regardé ses enseignements, exactement au moment où je vous parle, hein, pendant le Covid. Et j'ai pris conscience, quand j'étais cadre dans le spatial, qu'en fait, j'étais une mage grise. Une mage grise, dans l'enseignement de Guillaume, c'est lorsqu'on utilise sa magie, donc sa capacité d'agir sur le monde pour des intérêts finalement qui détruisent le vivant. Je grossis le trait, mais c'est ça. Et je me suis rendu compte de ça. J'étais là, mais tu es une personne lumineuse, tu le sens. Mais regarde ta vie concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tous les jours, tu pointes dans une entreprise qui clairement ne crée pas la lumière sur Terre. Alors ça fait super sur LinkedIn, hein, ça, il n'y a pas de souci. Dans un repas de famille, ça passe beaucoup mieux que ce que je fais aujourd'hui. C'est plus facile à expliquer en tout cas. Ça claque plus. Mais par contre, c'est de la magie grise. Tu ne crées pas la lumière en faisant ça. Ça a été un électrochoc pour moi. Donc, je me suis dit, bah, tu vas créer ton entreprise. Donc, j'ai créé mon entreprise tout en étant salarié, hein. Ça, c'est un processus qui s'est fait avec du temps. Et la deuxième décision que j'ai prise, qui était beaucoup plus radicale, ça a été de partir vivre à la campagne, d'acheter une ferme et de créer un lieu. Et à la fois, c'était un projet un peu d'enfant, vous savez, genre, quand vraiment on a la vision de ses rêves, je veux créer un jardin rempli de fleurs, un sanctuaire de l'eau avec un bassin de lotus, de nénuphars, etc. Donc c'est là où j'ai proposé à ma mère, qui allait tout juste commencer sa retraite, la pauvre. Elle s'est pris une sacrée retraite avec moi. Donc je lui ai proposé le projet. L'idée c'était de créer l'idée c'était de créer du logement insolite pour faire de la location. Et donc, ben, au moment où je travaillais dans le salariat encore en ville, j'ai préparé tout ça.
Ça m'a pris environ 1 an et demi de créer ma marque, lancer mes produits et en même temps visiter des fermes et surtout maturer le projet. Et puis voilà, en début 2022, on a aménagé au jardin des Nymphéas et là il s'est passé un truc de fou. 1 mois après qu'on ait aménagé, donc pour le contexte, on est quand même arrivé dans une ferme en ruine en plein hiver. C'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Il s'est passé 3 ans entre. Quand on est arrivé, c'était vraiment un piteux état. Moi aussi, puisque je venais juste de faire un burn-out. Donc oui, finalement j'ai fini par faire un burn-out à mon travail. Ça a été une expérience horrible. Je pensais pas du tout être le type de personne qui fait un burn-out. Je suis quelqu'un de très fort et courageux. Mais maintenant, j'aime beaucoup écouter des témoignages de personnes qui en ont fait. Et c'est souvent quelque chose qui se répète. Je pensais pas être le genre de personne. Parce que comme c'est un craquage, ouais, c'est un craquage émotionnel. Moi, enfin, il y a eu un jour où je suis arrivée à mon bureau. Donc, bon, il s'était passé des trucs vraiment pas cool. Mais je me suis mise à fondre en larmes, incapable de me maîtriser, de comprendre ce qui m'arrivait. J'ai dû quitter mon travail en rasant les murs pour que personne ne me voie. C'est une situation tellement humiliante, tellement vulnérable, mais finalement pour le mieux parce que du coup, je ne suis jamais retournée à mon travail et ça a été un changement drastique de vie à partir de là. Moi, je pense que c'est un craquage au niveau de l'âme, mais ça, on peut pas trop l'expliquer à nos RH, donc c'est pas grave, tout ça est derrière. Ensuite, on se retrouve dans la ferme avec ma mère, donc moi en piteux état, la ferme en piteux état, il pleut, c'est l'automne, et là, j'apprends que je suis enceinte. C'était pas du tout prévu. Je venais de déménager du coup à 1 heure de chez mon chéri. Donc c'était pas du tout le plan. Là, moi, j'étais en train de créer... Lui, il créait déjà son projet, sa ferme et tout ça. Et moi, du coup, je commençais un projet avec ma mère. Et là, un bébé qui arrive. Donc, je vous donne ce contexte pour que vous compreniez un peu ce changement de vie énorme qui s'est passé. Et en parallèle de tout ça, moi j'étais à un moment de dépouillement total, hein, donc je perdais tout de mon ancienne vie. Mon travail, mon lieu de vie, ma vie d'avant, de jeune femme, voilà, qui sortait boire des coups avec ses potes, qui voyageait partout dans le monde et tout ça, et je me retrouve dans un village de dans un village de 70 habitants dans le Gers, en burn-out, en train de pas du tout savoir ce qui va se passer pour moi pour la suite. Et j'apprends que j'attends un enfant. Et en parallèle de tout ça, j'étudiais énormément les sciences initiatiques, l'ésotérisme, la spiritualité de manière générale, avec des mentors comme Guillaume Caïsac que j'ai nommé. Et ça m'a énormément aidé à vivre ces processus. Et ça a été une renaissance en fait. Mon ancienne identité est morte, hein, celle de mage grise, hein, si je reprends les termes de Guillaume. Et j'ai pu mettre au monde, en même temps que le jardin des Nymphéas et un bébé, ce qui a été une sacrée initiation pour moi, eh bien, une apprentie mage blanche. Et ça va être un peu le thème de cette vidéo aujourd'hui. Là, je prends un peu de recul pour vous expliquer ce qui s'est passé. Là, j'ai un peu plus de recul, 3 ans et demi même. C'est pas mal pour expliquer tout ce qui s'est passé. Et à quel point cette expérience m'a donné espoir et foi en ce qui est possible de créer, d'où ma vision immense. Alors que c'était pas du tout le cas quand j'étais dans mon petit appart là, dépitée, en train de me dire oh là là, c'est la fin du monde quoi, avec ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rappelez quand même, mais les confinements et les vaccinations obligatoires se sont arrêtés assez soudainement, mais c'était pas prévu. Ils parlaient de faire des piqûres tous les 6 mois et tout. Et moi, franchement, je me sentais vraiment, vraiment pas bien dans cette situation. J'étais là, mais comment tu vas faire? Donc, j'étais obligée de créer un plan de sortie, quoi. Donc, tout ce petit contexte que je vous ai donné, avec surtout, eh bien, c'est un moment vraiment où j'étais dédiée, en fait, à construire et à étudier les sciences initiatiques. Donc, c'est un moment où j'ai eu énormément d'éveil intérieur, de révélation, d'épiphanie. Et une très grosse prise de conscience que j'ai eue, c'était le génocide culturel massif que nous vivons en Occident et en France. Je vais me concentrer sur ça aujourd'hui parce que vous allez mieux comprendre ma vision pour le futur avec ça. C'est vraiment cette prise de conscience qui motive ma vision pour le futur.
Donc un génocide culturel, mais aussi de la conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de transmission de la conscience, d'école des mystères, d'école de la sagesse. Hein. Il n'y a même plus de religion en Occident. Et donc avec tout ça, comme on dit, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, il n'y a plus rien. Et bien sûr aussi le génocide du vivant. Et ça, j'en ai pris conscience plus que jamais. J'en avais déjà conscience avant de partir vivre à la campagne avec la nature. Mais avec mon compagnon agriculteur, c'est déception sur déception, les prises de conscience sur la réalité du génocide qui est perpétré sur le vivant et sur la nature. Et malheureusement, à quel point on est tous complices et aussi on est à la fois complices et on perpétue cela contre notre gré. Donc ça, c'est la première prise de conscience vraiment forte qui va me permettre de vous expliquer ma vision pour la suite. Et la deuxième prise de conscience positive, parce qu'il faut contrebalancer, hein, pour le négatif, il y a toujours du positif, ça a été la magie en action. Je reprends le terme magie parce que j'aime beaucoup ce terme, j'ai fait plein de transmissions sur ce sujet. En fait, j'essaie de transmettre ces prises de conscience de manière différente. Pour ceux qui ne me connaissent pas trop, j'ai un mentorat qui s'appelle Floraison, où je transmets comment faire fleurir qui tu es, comment transformer ton essence profonde en marque visible, comment transmettre ton univers intérieur à l'extérieur. Et pour moi, c'est une forme de magie. Mais je le transmets pas comme ça de manière générale. Je vais parler d'entrepreneuriat, parce que c'est ça. Et dans le mot magie, il y a le mot agir. Et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est sinon agir ? Et j'ai fait une autre transmission sur la magie Eka égyptienne. Donc la première entreprise que j'ai lancée sur le lotus bleu m'a amené à énormément étudier cette fleur sacrée qui est aujourd'hui mon mentor, je peux dire, du règne végétal. Vraiment, c'est une fleur que j'aime énormément, à qui je dédie ma vie et mon étude. Et quand je l'ai étudiée, j'ai découvert il y a très peu d'enseignements disponibles à son sujet. Et donc, j'ai beaucoup plongé dans l'enseignement de l'Égypte antique pour mieux la comprendre, en fait, pour comprendre pourquoi elle est partout dans l'art égyptien. Et donc, grâce à cette fleur, j'ai énormément étudié l'enseignement initiatique égyptien et qui m'influence énormément aujourd'hui dans ma vision pour le futur. Je vous ferai le lien un peu plus tard. Et donc, j'ai découvert la science de la magie Eka grâce au lotus bleu finalement. Et j'ai fait une transmission, il y a une petite partie en vidéo YouTube si vous voulez, voilà, moi j'appelle ça l'art de manifester en conscience. Pour moi, les Égyptiens, c'était ça. Alors, je sais qu'il y a bien sûr un côté de haute magie. Moi, c'est des thèmes que j'aborde pas du tout, que je ne pratique pas et qui m'intéressent pas vraiment. Ce que j'aime, moi, c'est la magie du concret. Ce que j'admire chez les Égyptiens, c'est comment ils ont réussi à faire descendre le paradis sur terre, à manifester dans le concret, dans le visible, dans le réel, en harmonie avec les animaux, les végétaux, une civilisation grandiose, une vraie culture. C'est pour ça que je vous oppose un peu les deux, parce que comme j'ai constaté le génocide de ma propre culture, et donc mon déracinement, parce que c'était ça la conclusion que je voulais faire sur ce sujet, un génocide de culture, ça te déracine. Et sans racines, tu ne peux pas fleurir. C'est le problème majoritaire des Occidentaux. On ne peut pas ignorer ça. Et donc de l'autre côté, j'ai découvert le pouvoir de la magie, mais pas de la magie au sens qu'on entend d'habitude, baguette magique et trucs occultes et tout, pas du tout. Le concret. Mais c'est une science. Et donc, j'ai pu expérimenter cette science pendant ces 3 dernières années et demie, déjà en créant un enfant, ce qui est la plus haute magie de manifester dans le réel en conscience en tant qu'humain, selon moi. C'est vraiment la plus belle œuvre que j'ai jamais créée. Et pourtant, c'est celle qui m'a demandé le moins d'efforts, entre guillemets, dans la partie création, parce que c'est vraiment le divin qui passe à travers toi. Mais ça, c'est la clé de le manifester en conscience. C'est quand on laisse le divin passer à travers soi. Donc, un enfant, puis surtout le jardin des nymphères. Donc là, en fait, je suis passée de créer, par exemple, créer ma marque.
créer mes produits autour du lotus bleu et tout ça, bien sûr, c'est de la manifestation, c'est de la création, mais c'est à petite échelle. Il y a peu... Voilà, c'est à petite échelle, c'est des petites surfaces, on va dire. Mais là, une immense ferme avec 1 hectare de terrain, planter un jardin-forêt, rénover une immense maison de 1777, donc très ancienne. Là, la capacité de manifestation, elle s'est énormément élargie avec les challenges que ça comporte. Beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'investissement. Mais ça a été tellement formateur, tellement formateur. Planter un jardin, bien sûr. Moi, aujourd'hui, la plupart des choses que je transmets, bien sûr couplées avec l'étude ésotérique dont je vous ai parlé. Moi, j'étudie beaucoup les sciences initiatiques, l'enseignement égyptien qui parle exclusivement de nature, quasiment, en tout cas des forces divines dans la nature. Hein. Il parle des néthers. Les néthers, ce sont les êtres de la nature. Les néthers, c'est les divinités égyptiennes. Le regard classique va parler de divinité, d'honorer le dieu, du soleil, de ci, de là, mais il parlait de forces divines qui sont incarnées par la nature. Et moi, c'est vraiment ce regard que j'ai. Et du coup, rien de tel que de le vivre en direct avec la nature. Et donc, quand on plante un jardin, quand on vit avec la nature, c'est ce que l'on fait. On expérimente ces sagesses de l'intérieur. C'est pour ça que je me suis énormément inspirée de la floraison, parce que j'ai pu la voir autour de moi, partout, en moi et autour de moi. Donc ensuite, j'ai pu développer justement ce mentorat floraison avec toute mon expérience d'entrepreneuriat, de création d'univers. J'ai pu initier des femmes à faire cette même chose, en fait, à entreprendre, mais avec une approche initiatique. Et donc maintenant, ça fait plus d'1 an et j'ai accompagné des dizaines de femmes à faire ce passage, à passer de l'essence cachée à la marque manifestée. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je vais continuer à développer. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette expérience, ces expériences au global, c'est l'effet boule de neige. Hein. C'est-à-dire que pour chacune de ces créations, de ces magies, c'est pour ça qu'on peut parler de magie blanche, c'est qu'il y a un effet positif et lumineux qui fait une boule de neige. Donc, je vais prendre un exemple sur le jardin de Nymphéa. Le fait de créer ce jardin, il y a eu un effet sur moi, sur ma mère, sur ma fille qui grandit là du coup, sur les générations futures, sur nos voisins qui voient ce qu'on fait et qui sont trop contents de voir ce vieil endroit qui est en train de décrépir se régénérer avec beauté. Les animaux qui vivent sur ce lieu, les végétaux. Il y a tout un jardin-forêt qu'on a planté, c'est la vie qui renaît. Et donc, il y a tout un univers, mon bassin de lotus. De rien, on est passé à un bassin de lotus. Dedans vivent des tonnes de grenouilles, des libellules, plein d'animaux. C'est très mystérieux d'ailleurs. D'où ils sont arrivés. Mais voilà, il y a tout un monde qui s'est créé. Et c'est ça la magie. C'est manifester dans la réalité un monde. Mais ce n'est pas vraiment toi qui le fais finalement. C'est pas moi qui ai mis les animaux dans la mare. C'est très mystérieux. Mais c'est d'une puissance incroyable. Moi, j'adore repasser un moment à venir devant ce bassin et contempler ça. Juste le bassin, c'est toute une méditation, en fait, de se rendre compte de ça, de la puissance, de dire, il y a tout un monde qui est né. Bien sûr, il y a des lotus, des nénuphars, des végétaux de partout. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, par exemple, l'effet boule de neige pour le jardin, mais avec le mentorat, c'est pareil. Le fait que je transmette à une femme tout ce que j'appelle le nectar, tout mon nectar, c'est-à-dire vraiment la quintessence de tous mes apprentissages, de ma zone de génie, de mes talents, de lui transmettre, eh bien elle, en retour, elle crée son nectar et elle va le transmettre à d'autres personnes, son nectar à elle. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'on fait des chaînes d'impact positif qui s'élargissent. Et voilà, c'est juste magnifique. Donc, ces deux prises de conscience, donc à la fois d'un côté le génocide de la culture, du vivant et de la conscience, et de l'autre la capacité incroyable qu'on a d'agir sur le monde positivement en peu de temps. Vous voyez, en 3 ans, tout ce qui a été possible de faire. Moi, je continue à être estomaquée, je suis là, waouh, ça valait le coup de se bouger quand même. C'était pas facile, mais ça vaut le coup.
Donc voilà, aujourd'hui la vision, elle est plus ou moins réalisée. Le jardin va prendre encore des années avant de grandir. J'ai une vision plus grande pour le jardin de nymphéa. Je veux vraiment créer un centre thérapeutique de l'eau. Et donc, il y a d'autres choses à créer. On a la maison à finir de rénover. Tout ça va prendre du temps. Encore quelques années. Mais moi, j'ai besoin d'une direction pour avancer. Ça, c'est très important. Dans beaucoup de mes vidéos, vous le verrez là, j'ai fait une série de vidéos sur le lien entre le christian... En fait, c'est des enseignements sur le christianisme ésotérique, c'est-à-dire comment les personnages de la Bible, les histoires dans la Bible nous parlent en fait de nous, d'une cartographie intérieure, où je parle de Jésus comme la conscience, Marie-Madeleine comme le subconscient. Et dans la vidéo sur Marie-Madeleine, j'explique tous les mécanismes du subconscient, à savoir qu'un humain a absolument besoin d'une direction dans sa vie. C'est pour ça que beaucoup de gens pètent les plombs aujourd'hui. C'est normal en fait. On n'a pas de direction, il n'y a pas de sens à nos vies. Et comme on est déraciné, on est tous dans le même bateau, hein. Moi aussi je suis passée par là, pas de racine, pas de sens, mais tu es perdu. Tu n'es pas censé fonctionner sans ça. Et donc, plus ta direction est claire et plus elle est loin, plus tu vas être motivé. Hein, comme on dit, si tu veux atteindre la lune, vise les étoiles. Ben moi, c'est exactement ma manière de voir aujourd'hui. Ça me paraissait tellement hors de portée de créer le jardin d'un nymphéa. Et je me dis, en 3 ans, il est là, il est magnifique. Vise les étoiles. Donc j'en arrive à ma nouvelle vision. Et je ne l'ai jamais vraiment partagée parce que je sais aussi que c'est pas quelque chose qu'on doit faire normalement. Donc ce que je vous partage, c'est comme la grande idée, la grande vision, en sachant que ce n'est qu'une direction, c'est pas une destination finale. En gros, ma vision aujourd'hui, c'est de régénérer des écoles de la conscience en France et plus particulièrement en Occitanie. Pourquoi? Eh bien parce que je veux contrer le génocide de la conscience, du vivant et de la culture, tout simplement. Moi, je suis très très attachée aux traditions, à la culture et surtout à mes ancêtres, à mes traditions. Et je viens d'Occitanie, j'ai du sang corse, du sang basque, c'est des traditions et des civilisations incroyables qui sont d'une richesse et d'une puissance incroyable. Et malheureusement, comme beaucoup, j'ai perdu la transmission de ces peuples. Voilà. Parce que mes parents aussi, parce que voilà, c'est la génération de mes parents, c'est ceux qui ont divorcé un petit peu de ces transmissions. Mais pour autant, j'y suis très attachée, j'y tiens beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup étudié l'enseignement de l'Égypte antique. Et qu'est-ce qu'ils avaient créé? Des écoles de la conscience tout le long du Nil. Mais vous voyez, moi j'ai beaucoup de mal avec cette approche moderne où justement beaucoup de Français vont partir dans les temples en Égypte, dans la jungle au Pérou, dans les temples taoïstes en Chine, dans les temples en Inde. Alors je dis pas, moi d'ailleurs j'ai fait tout ça, j'adore. Mais maintenant j'en reviens, je me dis mais ce que tu as fait c'est le résultat d'un déracinement. Et je parle pas de la curiosité est très saine et très bonne. Mais pourquoi aujourd'hui il y a très peu de Français qui s'intéressent au christianisme? Pourquoi tout le monde vénère des civilisations complètement étrangères? Je trouve ça bizarre en fait, maintenant avec du recul, et je me rends compte que c'est largement fabriqué, cette manière de... C'est comme une propagande en fait, qui est liée au déracinement. Comme on est déraciné, on va chercher ailleurs. Mais le fait que chaque lieu géographique dans le monde ait sa propre culture, ça n'est pas une anomalie. C'est la création qui a été créée comme ça. Les plantes et les animaux d'Occitanie ne sont pas les mêmes qu'en Égypte, quoique ça se ressemble un peu plus déjà, qu'au Pérou, qu'en Inde, qu'en Chine, et c'est bon. C'est fait comme ça, la nature est faite pour être diverse et riche, et finalement le message de toutes ces traditions est le même, c'est celui de la conscience. Mais c'est important que ces messages prennent un manteau et une forme différente, et ça s'appelle la culture. Et donc voilà, pour moi c'est quelque chose de très important. Et donc, en étudiant les temples de l'Égypte antique, je me suis dit, mais en Occitanie, on avait ça. C'était les châteaux cathares, les cathédrales, les chapelles. Et
contrairement à ce qu'on pense, les cathédrales et les églises n'étaient pas des lieux de culte dogmatique. Alors ça a été transformé en ça, mais c'était surtout des lieux de thérapie, de guérison, de méditation. Leur architecture, c'est juste un chef-d'œuvre. Et toute la géométrie sacrée, la science de la lumière avec les vitraux, il y avait toute une science qui allait avec ces lieux. Et moi, je suis quelqu'un qui va régulièrement à l'église, alors que je ne suis pas chrétienne, en tout cas pas au sens dogmatique. Elles sont tout le temps vides. Moi, ça me fait un peu halluciner. Ça me fait un peu halluciner. En France, vous allez dans une église, à part dans les grandes villes, quand je vais à Toulouse, c'est plein. Mais dans les petites églises de ville, parce que dans les villages, elles sont fermées, c'est vide. Ça sent le vieux, il n'y a rien, c'est mort. Il n'y a quasiment pas de bougies qui brûlent. Et je comprends, parce que moi, par exemple, je ne suis pas du tout dans le catholicisme dogmatique, je le rejette. Par contre, je ne nie pas mes racines. On porte quasiment tous des prénoms avec une racine judéo-chrétienne. Notre culture est inscrite là-dedans. Et le fait de jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a plein de choses à jeter dans le dogme. Mais par contre, il y a une sagesse tellement importante derrière. Et donc voilà, moi, ma nouvelle vision, ma direction, on va dire, c'est un petit peu de replanter des racines. Mais c'est un boulot titanesque parce que tout a été déraciné. Alors, il nous reste les textes sacrés, les cathédrales, les châteaux cathares, la Garonne. La Garonne, pour moi, c'est un fleuve sacré au même titre que le Nil. Alors pourquoi aller me déguiser en prêtresse au bord du Nil? Je peux juste honorer la conscience chez moi, là où j'ai mes racines, en Occitanie, tout en étant curieuse de toutes les autres cultures, mais réimplanter ici. Et c'est ça vraiment qui m'anime aujourd'hui. On a quand même un des plus grands peuples au monde, le peuple cathare, qui a résisté justement à l'inquisition catholique, qui a créé un héritage incroyable ici, les troubadours. Enfin voilà, moi je suis trop fière d'être occitane. Dans ma dernière vidéo aussi sur les 12 autour du 1, où je parle de justement l'enseignement intérieur sur les apôtres, les 12 apôtres, qu'est-ce que ça nous dit sur nous, où pour moi le symbole de la croix occitane est un énorme symbole ésotérique sur ça, qui nous parle de nous. Donc on a reçu un héritage tellement précieux. Et pourquoi on s'en désintéresse? Pourquoi on le délaisse? Eh bien parce qu'il y a eu une grande magie noire justement faite pour nous déraciner, pour nous désintéresser, pour nous faire oublier. Et c'est très dur de retrouver la mémoire. C'est un vrai travail de dépoussiérer, enlever tout le dogme et régénérer. Donc voilà, ma vision pour le futur, ce qui me motive vraiment à m'activer, à me bouger et à voilà, essayer de créer une structure qui va le rendre possible, eh bien, c'est de recréer des écoles de la conscience un peu partout en Occitanie. Bien sûr, pas toute seule, c'est impossible, c'est pas ça. Mais moi, j'ai vraiment envie de faire partie de ces personnes, en tout cas, qui agissent pour le structurer, pour bâtir. Parce qu'on manque beaucoup de bâtisseurs. Il y a plein d'enseignants, donc ça c'est super. Ils pourront venir dans ces écoles quand elles seront là, mais maintenant il faut des gens qui se bougent, des entrepreneurs, des bâtisseurs. Donc j'en viens à mon deuxième sujet, c'est que le gros volet de cette vision, c'est de régénérer la culture. Et la culture, c'est immense. Donc j'ai listé là un petit peu, et je vais aussi vous montrer à quel point ça meurt chez nous. La première, c'est la nourriture. Donc aujourd'hui, moi, je suis effarée, et moi la première, hein, tout ce que je vais dire, c'est une transformation que j'essaie de vivre moi, et tout n'est pas parfait, loin de là. Mais par exemple, aujourd'hui, la nourriture moyenne d'un Français, d'un Occitan, c'est du supermarché. C'est de la bouffe industrielle, transformée, même si voilà, on mange un peu de fruits et de légumes, ça vient pas de la terre directement. On a vraiment ce lien coupé de la terre en fait. Quand je vais dans n'importe quelle ville et que je vois la majorité des restaurants, c'est des kebabs, des pizzas, des sushis. C'est ça, aujourd'hui, la majorité de la restauration française. J'adore. Donc, c'est pas une condamnation. Mais moi-même, j'ai vu à quel point
ça s'est délité. J'ai eu cette réflexion de me dire, mais toi, qu'est-ce que tu manges de local? En plus, je suis végétarienne. Alors, autant vous dire que la cuisine française, c'est pas forcément la best cuisine végétarienne. Pour le coup, la cuisine asiatique ou indienne convient beaucoup mieux. Et du coup, c'est des vraies questions. Je me dis, mais non, tu peux tout à fait manger végétarien avec la cuisine de ton terroir. Donc, c'est tout un travail de régénérer, d'essayer de retrouver les racines. Qu'est-ce qu'on a toujours mangé sur cette terre et pourquoi? Eh bien parce que c'est les choses qui poussent naturellement. C'est assez simple en fait. Mais voilà, c'est tout un travail. Moi j'adore la cuisine, c'est un art. Et d'ailleurs, c'est lié au sens du goût. Hein, moi j'adore réfléchir en termes des 5 sens. Et voilà, le sens du goût, c'est tout un cadeau qui nous est fait dans l'expérience humaine, que j'adore. Et donc du coup, voilà, gros questionnement sur ça, sur la culture et la nourriture. Ensuite, l'habitat. De venir ici, ça m'a énormément questionné. On a une vieille ferme de 1777 qui est construite en terre. L'architecture ici, c'est des maisons en colombage avec des murs en terre et en torchis en fait. Moi qui adore étudier les 4 éléments, ça a été comme une régénération. Je suis passée d'un appart en ville à une maison avec des murs en terre. Une maison vivante, créée à partir de la terre. Et donc on essaie de rénover de cette manière en respectant les matériaux et tout ça. Et du coup, ça me questionne énormément. Pourquoi l'habitat naturel a disparu? Alors ça revient au goût du jour, avec l'approche écologique, avec du bon sens. Mais voilà, moi par exemple, quand j'ai voulu rénover ici, j'ai voulu tout péter, faire des murs, des baies vitrées, vous savez quoi, le jeune déraciné qui arrive, qui comprend rien. Et en fait, plus j'étudiais la disposition de la maison, plus je comprenais que tout avait été fait avec beaucoup de sens. Donc moi, je voulais une grande cuisine ouverte, tout pété, tout ouvert. En fait, ici, les murs sont très épais, tout est au nord dans la cuisine et tout, et bien pour conserver le frais. Parce qu'en 1777, il n'y avait pas de frigo. Donc il fallait réfléchir avec les orientations, avec la régulation des températures et tout. Donc finalement, j'ai abandonné tous ces plans foireux. Bon, voilà, le coup classique, ma fille qui se réveille de la sieste en plein milieu, interruption d'une demi-heure pour la rendormir. Où en étais-je? J'en étais à l'habitat. Passons, parce que la liste est longue. Je pourrais parler de ça pendant des heures, mais sur l'habitat, voilà, c'est très simple de constater qu'il y a une dégénérescence de l'architecture. En fait, c'est vraiment lié aux intelligences qui nous gouvernent en ce moment, c'est-à-dire artificiel, minimalisme. Je pense qu'on peut résumer à artificiel, donc des lignes droites alors que toute la nature est courbée. En fait, c'est l'opposé de la nature. On peut parler comme ça. Donc vous voyez, on passe pour ici, par exemple, de murs en terre avec du bois à des murs en béton, droit, gris, voilà, qui ne respirent pas, qui ne sont pas vivants et même qui nous rendent dépressifs. Et je passe sur tous les autres sujets, le choix des couleurs, les lumières, avec les lumières LED archi toxiques pour le système nerveux. Bref, l'habitat, pour moi, c'est un sujet hyper important parce qu'il nous concerne tous. Mais en réalité, c'est ça, la culture, c'est la vie du quotidien. Donc, on a parlé de nourriture, d'habitat, évidemment, les vêtements. Et vous voyez, moi, j'ai une très très bonne amie qui est d'origine algérienne, qui adore la culture amazigh. Et elle m'envoie souvent les tenues traditionnelles. Elle a un amour infini pour cette culture. Et je trouve ça absolument magnifique. Mais quand elle m'envoie ça, je ne peux pas m'empêcher de voir un miroir de ma propre culture. Je sais qu'on avait des tenues traditionnelles pour chacune des régions, Occitanie, Bretagne, Corse, Pays Basque, voilà, toutes les régions de France. Aujourd'hui, si on mettait ces tenues, ce serait des déguisements. Ce serait bizarre, même moi qui ai un amour infini et qui est dans cette démarche, je ne me vois pas mettre des tenues traditionnelles, ça serait trop bizarre, trop hors sujet. Et ça, je trouve que c'est vraiment symptomatique. Moi, je suis belle-mère, j'ai un beau-fils de 8 ans, donc voilà, je vais souvent à l'école le chercher, l'amener et tout ça. Et j'observe la manière dont s'habillent les enfants aujourd'hui, avec ce regard conscient et soucieux des traditions et de la culture, et je me dis, c'est chaud. Les enfants, aujourd'hui, s'habillent en jogging. À 8 ans, jogging noir, bleu marine, gris. Je trouve ça trop triste, c'est vraiment à l'image de la culture aujourd'hui.
Oui, le confort, moi je suis la première à aimer le confort, et par exemple, c'est un des trucs que j'ai boycotté. Avant, je mettais des joggings, bien sûr, des joggings gris, parce que c'était confort. Maintenant, c'est terminé. Vous me verrez jamais en jogging, ou sauf pour faire des travaux. Parce que je trouve que c'est indigne, en fait. C'est une forme de vêtement qui n'est pas du tout, justement, de la culture, qui n'honore pas euh, l'humanité qui nous sommes. Ce sont des matières en polyester. C'est pas beau. Alors oui, c'est confortable, mais il y a plein d'autres choses confortables. Donc voilà, c'est ma vision. Faites ce que vous voulez. Bien sûr, tout ce que je dis, vous faites ce que vous voulez, mais je partage vraiment, moi, ma vision. Et, et voilà, je trouve que c'est très dommage. Et ça, par exemple, le vêtement, c'est un sujet très difficile parce que moi, j'aimerais énormément régénérer l'art de se vêtir, inscrit dans nos traditions, mais c'est pas facile. Honnêtement, je fais des recherches des fois, les motifs traditionnels, occitans et tout ça, et c'est pas facile, c'est peu documenté, c'est très très différent de notre manière de s'habiller aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est vraiment un sujet épineux que j'essaie d'aborder. Je me dis, mais comment régénérer le vêtement, le style vestimentaire, en étant quand même adapté à notre génération qui est plus minimaliste, plus simple, plus fonctionnelle aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées conçues. Par exemple, le pantalon, c'était la révolution pour les femmes, c'était censé être plus pratique. Moi, je ne mets quasiment que des jupes longues. Et je me rends compte que les anciens s'habillaient comme ça. Pourquoi? Il y a une sagesse derrière. Moi, quand je jardine en jupe longue, c'est pas du tout inconfortable ou peu pratique. Donc c'est des idées conçues de dire que le pantalon c'est mieux. Le pantalon, je vais vous expliquer un petit peu. Le pantalon, le problème, c'est que ça peut serrer la taille et serrer, en fait, le corps. C'est très mauvais pour la circulation sanguine, pour la lymphe, mais aussi d'un point de vue énergétique. Parce qu'en fait, nous, les femmes, notre centre énergétique est vraiment relié au bassin. En fait, porter des robes permet d'avoir un contact avec le champ énergétique de la Terre sans obstruction. Et c'est pour ça que toutes les grandes traditions ont fait porter des robes longues aux femmes, mais d'ailleurs aux hommes aussi, beaucoup de traditions où les gens sont connectés à cet esprit, à cette force de la nature, portent des robes, ou en tout cas des toges, ou peu importe, mais ça permet en fait de faire circuler l'énergie. Bon voilà, donc nous on va nous dire mais non, mais c'est l'évolution, c'est trop bien, mais en fait c'est une douille, comme beaucoup de choses. Après, pensez ce que vous voulez. Moi en tout cas, je mets plus de pantalon, ou alors vraiment il faut pas qu'il me serre, il faut que ce soit confortable et tout ça. Bien sûr, privilégier les matières naturelles et tout, mais après, moi je mets pas que des matières naturelles, c'est un processus long, ça prend du temps. Donc voilà, mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, parce qu'encore une fois, c'est la vie quotidienne. Moi, j'adore l'expression de soi, le vêtement en fait largement partie. Moi, j'aime quand même le style simple. Je me verrais pas m'habiller avec 12 000 ornements et tout, j'aime le simple, mais j'aime beaucoup, voilà, le drapé. En fait, une manière de s'habiller qui m'inspire beaucoup, c'est le style grec. L'hellénisme, parce que c'est simple, ça met en valeur le corps humain, et il y a ces drapés. Moi, j'aime cette simplicité raffinée, donc ce serait peut-être le style qui me plairait le plus. Donc voilà. Donc après, il y a tout le choix des matériaux. Donc j'adore le lin, le coton, la soie, la laine. On a des moutons, donc moi j'adore la laine, mais pareil, c'est un vrai sujet. Travailler et transformer la laine pour qu'elle soit utilisable. Là, moi, je suis en plein essai, on a tondu les moutons, j'essaie de faire des tapis avec. J'en suis au 2e lavage de la toison, c'est pas gagné. Donc bon, bref, tout ça, c'était des savoir-faire essentiels. Je regarde des vidéos YouTube, du coup, et je vois des femmes qui disaient, mais avant, quand on tondait les moutons, on jetait pas la laine. Chaque ferme nettoyait les toisons, et on faisait les coussins, les matelas. Enfin, je sais pas, c'est du bon sens. Mais en pratique, avec notre vie moderne, c'est pas facile. Donc voilà. Donc moi, j'essaie petit à petit. Il y a les matières, mais il y a aussi le sujet des teintures. Par exemple, en Occitanie, c'est le pays de cocagne, et une plante qui a toujours été utilisée, c'est le pastel. Donc voilà, je me dis, sans tomber dans le cliché, où aujourd'hui, c'est vrai que tous les trucs occitans, c'est le pastel, la violette de Toulouse, c'est très
Voilà, mais ce sont nos traditions, c'est vraiment des choses qui restent et je pense que c'est important de les régénérer, de les revivifier et donc voilà. Et c'est quand même un sacré travail à entreprendre. Et ensuite, la beauté. Moi, la beauté, c'est vraiment un sujet qui me plaît. Alors, je parle de beauté type maquillage, soins, ou même on peut aller dans l'ornement, les bijoux. J'adore ce sujet parce que je suis une femme, j'ai une approche très vénusienne, j'adore la beauté en fait. Toujours avec cette approche simple et naturelle et justement, pareil, une culture que j'admire énormément pour ça, c'est la culture du Maghreb. Les produits de beauté que je préfère, c'est ceux du Maghreb, que ce soit pour les soins du corps, le savon noir. Moi, par exemple, le savon que j'adore utiliser, c'est pas du Maghreb, mais le savon d'Alep qui vient de Syrie. Mais en fait, c'est assez similaire au savon de Marseille, donc j'adore le savon de Marseille. Ça, pour le coup, vous voyez, c'est un produit français, pas occitan, mais voilà, qui est excellent. Le savon de Marseille qui est naturel, fait à base d'huile d'olive. Et le savon d'Alep, c'est huile d'olive et baie de laurier. C'est excellent. Mais voilà, au Maghreb, il y a la kerfassi, qui est une poudre d'écorce de grenade et... Écorce de grenade et... J'ai un bug. Et d'une autre plante. Je ne l'ai pas en tête, là. Écorce de grenade et coquelicot. Coquelicot, qui est un rouge hyper vif. Et moi, je m'étais fait des petites encres à lèvres avec de l'eau de rose et de la kerfassi. C'est incroyable. C'est rouge, c'est beau et c'est surtout naturel. C'est le rouge de la nature. Il y a le col, bien sûr, donc pour se peindre les yeux, avec voilà, des matières naturelles. Il y a même de l'antimoine. Hein. En fait, moi, ce que j'adore, plus je recherche les rituels de beauté traditionnels, plus je me rends compte qu'il y a évidemment une sagesse ésotérique derrière. L'antimoine, c'est la pierre des alchimistes. Quand tu le mets dans ton œil, ça protège ton regard. De l'extérieur, de l'intérieur. C'est fascinant. Maintenant, moi, j'ai un peu une règle de vie. Ce que tu ne sais pas nommer, ne le mets pas sur ta peau. Alors, c'est pas toujours vrai, parce que c'est pas facile aujourd'hui. Mais moi, j'ai une approche très radicale de la beauté. J'avais fait une vidéo là-dessus, que j'ai jamais publiée. Je pense qu'un jour, je le referai, parce que je trouve que c'est important aujourd'hui. Aujourd'hui, à mon âge, c'est normal de se foutre du botox partout dans la tête, se faire des faux seins, se faire des fesses en plastique, avoir des coques en plastique sur les ongles, faux cils, faux cheveux, faux tout en fait. Et moi, je suis vraiment... Alors, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, je juge pas les gens qui font ça, mais moi, c'est niette. Moi, je veux rester pure, pure dans le sens humaine, parce que j'aime la nature, j'aime la création telle qu'elle a été créée, je n'ai pas envie de la changer. Alors oui, j'aime bien mettre un peu d'eyeliner et de rouge à lèvres, mais c'est ma limite. Je ne peins pas mes ongles, je ne me modifie pas en fait. Alors j'aime beaucoup par exemple la tradition du henné, parce que, encore une fois, c'est en harmonie avec la nature et même il y a une sagesse derrière. Donc ça me plaît. Mais c'est pas nos traditions à nous en Occitanie. Et justement, qu'est-ce que c'était nos traditions sur ce sujet? Je n'en sais rien. Ça, et c'est pas des choses très documentées. Donc voilà. J'aimerais trop savoir un peu plus quel était l'art de vivre des femmes pour se maquiller, pour se mettre en beauté. Voilà, qui était en lien avec la nature. Donc ça, c'est tout un volet. J'avais commencé des choses, j'avais commencé des baumes à la rose. Ça, j'avais adoré. Mais voilà, aujourd'hui, je peux pas continuer de faire 12 000 projets. Donc là, tout ce que je vous partage, c'est littéralement des idées d'entreprise que j'ai, mais que je ne peux pas faire aujourd'hui. Parce que je dois me structurer, en fait, et puis surtout, je ne veux pas le faire seule. Je n'ai pas de compétences dans chacun de ces sujets, mais j'ai une vision pour chacun de ces sujets. Donc voilà, la beauté, la musique, le chant, la danse et les arts, pour moi, c'est absolument central. Et par exemple, en Occitanie, il y avait les troubadours. C'est quand même un des grands derniers bastions de la culture, où il y avait vraiment la conscience au centre de la culture. La conscience, surtout, c'est là où est né l'amour courtois. Donc l'amour de la femme, quelque chose de vraiment noble, de raffiné. Bon, ce serait très old school aujourd'hui, les troubadours, mais en fait, dans l'esprit, dans l'essence, c'est absolument fascinant. Et ce que j'adore, c'est que à Toulouse, en Occitanie, il y avait l'Académie des Jeux Floraux. C'était les arts poétiques. Il y avait comme des contests d'art poétique et c'était les Jeux Floraux.
mais remettons ça au goût du jour. Alors ça existe encore, mais je veux dire comme quelque chose de vivant. Et c'est ça en fait qui manque. Et voilà, c'est ça le problème. Parce que par exemple, l'Occident, oui, ça existe encore, mais on ne le parle plus entre nous. Alors que c'est une langue magnifique et justement qui est pleine de sens, beaucoup plus de sens qui ont été perdus en fait. Donc voilà, les arts, la musique, moi j'adore la musique, je suis pas du tout musicienne, donc c'est vraiment pour ça qu'il faut que chaque personne qui a son don, son talent, eh ben le fasse éclore et en fasse bénéficier les autres. Donc la musique, les chants, la danse, tout ça, ça faisait partie de la culture occitane. Alors il y a beaucoup de bals trad qui se refont, ça, c'est assez à la mode et tout ça, mais c'est vrai que par exemple moi, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup et je pense que c'est comme, je sais pas comment l'expliquer parce que mon père, par exemple, était fan de ça et nous amenait faire des baltrades et tout ça. Moi, j'ai eu une transmission là-dessus, mais il y a eu tout le monde de la société qui me disait que c'était ringard et c'est resté. C'est ça qui est fou. Et aujourd'hui, bah, j'aime bien, mais c'est pas le truc qui me fait kiffer. Quand je mets YouTube, je mets pas musique occitane, baltrade. Alors qu'il y a des gens qui adorent ça. Par contre, j'adore certains chants cathares comme l'oboyère et tout ça. Donc voilà, par contre, il y a des chanteurs occitans modernes qui font la musique plus moderne avec des chants occitans et tout ça. Donc ça, c'est vraiment la base de la culture. Et après, bien sûr, il y a la langue dont j'ai parlé. La langue, super important. Il y a la littérature, il y a l'éducation, bien sûr, l'éducation, la santé. Donc là, on sort un peu du côté propre à une région, parce qu'en fait, la santé, oui, facile, la santé, la naturopathie, c'est travailler avec les plantes locales, avec la faune, la flore locale, être en harmonie avec son terroir. C'est tout un art de vivre, en fait, qui a disparu. Et voilà, pareil, je vois beaucoup de gens utiliser la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda, alors qu'on vit dans certains endroits en France. Enfin, je me dis, mais non. Et moi, la première, moi, j'utilise le lotus bleu, j'utilise certaines plantes, mais dans mon quotidien, en réalité, j'utilise la pharmacopée locale. Parce que c'est du bon sens, et idéalement, ce qui pousse chez moi, que je peux cultiver, transformer, voilà. Donc voilà, donc tout ça, c'est un vaste chantier, et moi qui me tient à cœur, et que j'ai vraiment envie de développer. Après, je l'ai déjà partagé, par exemple, sur mon compte Instagram. Moi, j'ai une approche où il faut être intelligent. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, mon compagnon agriculteur, je le vois, il travaille 80 heures semaine, et c'est très, très incertain. Les abeilles, pendant 2 années, pas de récolte de miel, tout. Une année, c'est une maladie sur les brebis, une autre sur les poules, une autre, c'est le climat. Enfin, c'est hyper difficile. Il y a des réglementations à l'infini. Donc, pour moi, en tout cas, mon approche, c'est d'abord bâtir avec les leviers du digital, comme je fais là, en fait, une puissance et une structure financière qui va permettre en fait de créer ces projets sans se vider, sans s'épuiser en fait. Donc bâtir à plusieurs niveaux, à plusieurs temps. Voilà, j'ai fait le jardin des nymphéas et par exemple, j'avais envie de cultiver des plantes médicinales, les transformer pour les vendre, en faire mon activité. Mais je me serais épuisée. Et j'aurais vraiment pas gagné beaucoup d'argent, c'est la vérité. Donc il y en a qui le font et c'est trop bien. D'ailleurs, moi je consomme chez eux. Il y en a qui en vivent très bien. Moi, je venais d'avoir un bébé, c'était pas aligné. Et là, je vois, après 3 ans, mon jardin forêt, il a poussé, mais on est encore à 10 000 d'en vivre, déjà pour nous, d'être autonomes, de faire une production commerciale, enfin, vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'ai une approche vraiment à plusieurs niveaux, sur plusieurs temps. Hein, j'ai une vision à 200 ans, mais aussi immédiate, quoi. Genre, il faut manger demain. Aujourd'hui même, il faut manger aujourd'hui, prévoir dans 5 ans et dans 200 ans. Parce que voilà, tout ce dont j'ai parlé là sur le génocide de la culture, en fait, moi j'ai vraiment envie de participer à le régénérer pour les générations futures, pour mes enfants, mes petits-enfants, mais aussi pour nos réincarnations. Si on a cette vision consciente qu'on est la conscience universelle qui s'incarne dans une conscience individuelle et qui
voilà, bien exprimer son angle à elle, ben on va revenir. Et moi, j'ai envie de contribuer à ceux qui laissent un chemin sympathique parce que ce qui est en train d'être créé ne me plaît pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé un peu de naturopathie. Un sujet dont je voulais parler, c'est les naissances. Ça me fait bader, moi. Ça me fait bader. Moi, quand je vois des bébés nés sous péridurale, césarienne automatique, hein, maintenant vous faites césarienne automatique, ils sortent, biberon, berceau automatique qui berce automatiquement, la sucette, emmailloté, et voilà. Tout est... Et ça, c'est juste la maternité basique aujourd'hui. Hein. Mais voilà, depuis 50 ans, il y a la fécondation in vitro qui se démocratise. Moi, c'est ce que je pressens depuis le début. C'est pour ça qu'il faut voir long terme. C'est là, ce qui est très à la mode ces 5 dernières années, c'est la congélation d'ovocytes. Et là, j'en parlais avec ma mère ce matin. C'était la discussion. Je lui disais, mais maman, tout ça prépare la fécondation et la gestation artificielle. Hein, parce qu'en fait, le discours, c'est quoi à chaque fois? C'est pourquoi vous vous imposez la douleur? Moi, j'ai accouché sans péridurale et on me disait, mais c'est archaïque. Pourquoi s'infliger de la douleur? Mais parce que la création était faite comme ça. C'est qu'il y a une sagesse derrière. Il y a une porte à passer. Et en fait, on t'empêche de vivre la création naturelle. Tout est fait comme ça. Donc, si t'as pas ce regard, voilà. Mais aujourd'hui, avoir ce regard, c'est être extrémiste. Alors que c'est juste être naturel. Être naturel, c'est être extrémiste, en fait. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Donc ce matin, après toutes ces discussions avec ma mère, je lui dis, mais tu sais, ça fait quelque temps qu'ils font des utérus artificiels en test. Elle est un peu genre, puisqu'elle me raconte. Ce matin, qu'est-ce que je vois comme vidéo sur Instagram? Maintenant, ça y est, c'est les premiers robots avec utérus artificiel. C'est pas des conneries. Alors, c'est encore un incubateur, c'est pas sorti, mais ça devrait sortir l'an prochain. Le discours marketing, c'est « Vous n'aurez plus à souffrir des désagréments de la grossesse et votre corps n'aura plus à être transformé. » Donc ça va bien aller à toutes les personnes qui se bourrent de botox, qui font de la chirurgie, parce qu'en plus, elles n'auront plus à déformer leur corps ni à souffrir. Quelle aubaine! Mais je comprends le discours marketing. C'est dur de voir son corps se transformer. C'est un sacré process de se faire occuper par un être vivant pendant 9 mois et tout. Ça fait partie de l'expérience de l'humanité, en tout cas quand on est maman. Ça fait partie du package. Et en fait, on enlève du package ces expériences-là. Mais beaucoup d'autres. Et donc, pour moi, c'est un sujet hyper important. Et là, j'ai accompagné une femme dans le mentorat que j'adore. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est Maternitera. Et elle fait un accompagnement à la grossesse, à la maternité consciente. Hein, préconception, accueil de l'âme. Parce que bien sûr, vous croyez quoi? Qu'un robot avec un utérus artificiel, il fait l'incarnation de l'âme? Et c'est pas ça qui se joue, en fait. En Égypte antique, la croix Ankh symbolisait l'utérus. L'utérus, c'est littéralement le portail entre l'invisible et le visible. C'est un portail d'incarnation. C'est la chose la plus sacrée au monde. Maintenant, on te dit, voilà le progrès. Un utérus artificiel avec un robot. Et j'ai vu aussi une vidéo d'un robot qui a un biberon au niveau du sein et du coup, le bébé tète. Mais c'est affreux. Il y a beaucoup de commentaires qui disent c'est nul. C'est des gens encore éveillés, mais pas beaucoup. Il y en a plein qui disent « c'est génial, c'est génial, on n'aura plus à souffrir des désagréments de la grossesse ». C'est comme ça qu'on se fait avoir, en fait, au fur et à mesure. Mais là, c'est un exemple hyper gros que beaucoup de gens vont comprendre en voyant. Il y a plein de gens, ils vont pas le voir. Ils vont le faire. Et j'ai vu aussi cette semaine les premiers robots humanoïdes livrés à des influenceuses qui sont trop contentes. Ça fait un moment déjà qu'il y a une propagande sur ce sujet. Kim Kardashian qui pose en couverture de je sais pas quel magazine avec un robot, genre c'est le nouveau cool. C'est ce qui nous attend. Donc voilà, donc moi je vais carrément au contre-courant, mais à juste titre, parce que en fait, les puissances déployées pour nous pousser cet agenda transhumaniste et artificiel en fait, c'est-à-dire enlever tout ce qui nous rend humains, à savoir l'âme, la conscience, les émotions, nous rendre mécaniques en fait, et justement plus organiques. Et ça commence avec le corps.
Et donc la culture, c'est une gardienne de ça. Et quand on nous enlève la culture et les racines, bah il y a tout qui passe, quoi. Tout qui passe. Allez hop, utérus artificiel. Et je sais pas si vous avez lu des livres comme Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, que j'avais lu il y a quelques années, et j'avais pas eu tous ces éveils de conscience encore, mais je me rappelle, il m'avait choqué ce livre. Ça parlait de l'humanité quand elle sera génétiquement modifiée, qu'il y aura des catégories alpha, bêta et tout qui reprendront la société. Donc il y aura les ingénieurs, les travailleurs, les trucs, les machins. Faire l'amour. Ah non, si, on peut faire l'amour, mais être amoureux est interdit. Et les bébés sont fécondés de manière artificielle. Et il reste la race humaine naturelle, mais ce sont les bons sauvages qui vivent dans la nature, dans des réserves naturelles. Je suis là, meuf, tu vas finir comme ça, quoi, en fait. Et bien sûr que c'est dépeint dans le livre, l'humanité encore sauvage, c'est pas la grandeur de la civilisation égyptienne, pas du tout. C'est des gens avec les chicots tout pourris, qui vivent vraiment c'est pas en marge, c'est vraiment, ils reviennent à un état sauvage. Ils sont plus civilisés. Alors, c'est une dystopie, ce livre, mais franchement, on s'en approche. Et je parle pas de tous les livres, de tous les films Matrix, iRobot et tout, qui sont en train de se dérouler devant nous. Donc, j'en reviens sur, voilà, cet état des lieux dramatique. D'ailleurs, ma mère, ce matin, me dit, mais oulala, j'ai vu là encore la Fashion Week, c'est la période de la Fashion Week, c'est chaud. Genre, vraiment, moi, j'avais fait une vidéo là-dessus, là, comment ça s'appelle? Ah, voilà, le collectif de mode matière fécale. Rien que le nom, c'est tout un monde. Il y a des gens qui adorent. Et elle me dit, mais c'est fou. C'est vraiment l'esthétique de l'artificiel et du satanique. Ce sont des mannequins avec les yeux tout noirs, chauves. Voilà, il n'y a rien d'organique, c'est très sombre en fait. Et donc du coup, comme c'est sombre, c'est avant-garde, c'est marginal, et donc du coup, ça plaît. Il n'y a pas de débat, chacun aime ce qu'il veut, mais franchement, quand on est éduqué à voir les mondes derrière la manifestation physique, ben voilà. Ah, déjà, il se cache pas, il s'appelle matière fécale. Voilà. Super. Donc bref, ma mère me dit, oh, il y a eu encore ce show là pendant la Fashion Week, ça fait bader. Et je dis, ben oui. Et c'est la norme, en fait. Et les gens sont là. Et c'est ça, la culture, aujourd'hui. C'est très avant-garde, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de goût, beaucoup de style. Et voilà. Et après, les gens s'habillent en sac poubelle, Balenciaga. Et c'est trop cool, quoi. Bref, quelle époque. Donc, état des lieux dramatiques, pour ceux qui voient ça, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se bouge. Moi, j'ai un sens d'urgence, en fait. Et je me dis, tant mieux, parce que je vois plein de gens qui vivent dans leur bulle, en mode... C'est bien aussi, il en faut, mais moi, je fais pas partie de cela. J'essaie de vivre une vie agréable, dans la joie, dans la beauté, et dans la positivité. C'est pas toujours le cas. Des fois, ça me mine, hein, tout ça. Parce que, tout simplement, je vois ce qui arrive, et ça pue de dingue. Mais en même temps, je vois ce qu'il est possible de faire. Je me dis, dans ton microcosme, en 3 ans, t'as réussi à créer des choses vraiment pas mal, avec la force du collectif, du petit collectif. Ma maman, mon chéri, mes amis. Je me dis, c'est ça la vie en fait. Donc maintenant, on se retrousse les manches et on va à la direction plus loin. On vise les étoiles pour atteindre la lune et on se bouge. Donc voilà, moi j'ai envie de m'adresser à ces sujets dont je vous ai parlé. Je suis entrepreneuse, j'ai tout le temps, je suis visionnaire vraiment pour le coup, je vois très loin et j'ai envie de régénérer plein de choses. Donc je vais faire ce qui est possible. Le fait de faire mon mentorat floraison, je travaille avec des femmes mais incroyables, des femmes visionnaires aussi en fait. Et donc moi je les aide à mettre en place leur vision, elles créent des trucs de dingue et évidemment, on crée des synergies, on tisse déjà, voilà. Il y en a plein, voilà, qui enseignent certains mystères. Il y a Audrey, par exemple, qui enseigne les mystères féminins, que je vois très bien, on en a déjà parlé, enseigner dans une de ces écoles des mystères. Voilà, moi, j'ai parlé de Charlotte avec la maternité conscience. Il y a Marie Brune qui fait des transmissions aussi de sagesse ancestrale. Et j'adore voir ce tissage se faire au fur et à mesure. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Que voilà. Et aussi d'autres gens que je connais par les réseaux. Aujourd'hui, honnêtement, je connais pas beaucoup de gens dans la vie réelle qui partagent cette vision et qui ont cette faim de créer tout ça.
J'aimerais beaucoup me rapprocher du coup de gens en local comme ça. Donc si vous êtes toulousain ou de la région et que voilà, cette approche vous intéresse, que vous êtes dans cette dynamique, n'hésitez pas à m'écrire. J'aimerais beaucoup connecter avec des gens en local, sachant que moi, je vais de plus en plus développer des projets comme ça en local. Alors même, je vais faire, même un idéal que j'ai, c'est de faire un peu le contraire de ce que je fais là, c'est que du hors ligne. Pour le moment, c'est beaucoup du en ligne, mais mon objectif, mon idéal, c'est de passer à du hors ligne, à créer des choses qui n'existent pas en ligne, qui n'existent qu'en local. Mais comme je vous ai dit, il faut faire ça de manière intelligente, méthodique et tout ça. Donc je prends mon mal en patience, et pour le moment, je bâtis une structure solide. Et c'est très important ça, parce que ça n'a pas été tout rose ces 3 ans, et c'est pas tout rose encore aujourd'hui, parce que j'ai envie de partager ça, c'est quand même important. Je trouve que quand on construit en conscience, quand on entreprend en conscience, en fait, c'est une danse très subtile entre la verticalité, donc la connexion au divin, recevoir les bonnes intuitions et tout ça, mais comme on construit beaucoup dans la matière, en fait, c'est une danse entre les deux. Faut pas être trop perché dans des trucs et rien construire. Mais la réalité, c'est que quand on construit, on n'est pas toujours connecté. Donc, des fois, il y a des moments où je me sens pas connectée, je me sens pas alignée et c'est difficile. Il faut retrouver ce lien. Et du coup, je construis moins. Et c'est la croix. La croix occitane. C'est un chemin et c'est pas facile. Mais je comprends que c'est comme ça qu'on se forme, en fait. Il faut dépasser ces premières difficultés. C'est pas comme, enfin voilà, si je sais pas faire ça, je saurais pas faire des châteaux cathares le long de la Garonne. C'est vrai. Donc en fait, ça se fait au fur et à mesure. C'est une vision très long terme que j'ai. Je sais que ça va pas se faire comme ça. Je veux pas le faire comme ça. Mais voilà, là, les prochains projets sur lesquels j'aimerais travailler, c'est la nourriture. La nourriture, moi, ça me passionne. J'ai trop d'idées dans ce sujet. Je trouve ça trop fun. Donc voilà, la nourriture, la beauté, puisque je suis déjà un peu dedans avec les rituels de bien-être. Moi, j'adore les huiles, les parfums et tout ça, c'est ce que je crée. Mais voilà, j'ai trop envie de faire passer à l'étape supérieure, un peu comme je vous ai dit. Mais pour ça, il faut que je me structure, faut que j'embauche. J'en suis pas là encore, mais ça fait partie de mes objectifs. Voilà, j'aimerais créer une nouvelle manière de travailler. Vous savez, moi, je travaille beaucoup avec des femmes. Parce que, voilà, comme je suis maman, j'ai vu qu'on ne peut pas travailler comme on nous propose aujourd'hui, en fait. Et moi, j'aimerais, voilà, incarner ça en employant des gens et en leur proposant ça, de travailler différemment. Mais enfin, bref, voilà, tout ça, c'est un peu la vision long terme. Donc, je vais conclure cette vidéo en vous partageant un petit peu... Donc, je vais conclure cette vidéo, voilà, en vous... remerciant déjà d'avoir regardé, de participer à l'aventure, ne serait-ce qu'en regardant cette vidéo, et voilà, souligner que du coup, quand vous participez à l'aventure Maison d'un Fer, que ce soit venir au jardin dans le Dôme, acheter les rituels de lotus bleu, participer au mentorat floraison, ou juste parler de nous, vous contribuez à ça. C'est pour ça aussi que je voulais partager cette vidéo, c'est que c'est important de comprendre ce à quoi on contribue quand on achète. Moi, tout l'argent que je gagne aujourd'hui, il est réinvesti dans le lieu, dans planter des arbres, planter des fleurs et bâtir cette vision. C'est important que vous sachiez, si vous participez à cette aventure, que du coup, vous la construisez avec nous. C'est hyper important. Et voilà, de partager, de liker, de commenter. Merci à ceux qui regardent mes vidéos. Ça me fait trop plaisir. La qualité de vos commentaires, de vos réflexions, c'est un cadeau. Donc voilà. Et aussi, je veux vous motiver à vous retrousser les manches si vous avez une idée, une envie, mais allez-y, n'attendez pas. Il y aura des difficultés, il y a des trucs qui vont pas marcher. Moi, j'ai fait plein de trucs qui n'ont pas marché, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est l'aventure. On s'éclate et le plus important, c'est de devenir un mage blanc. C'est-à-dire créer la lumière. Et c'est pas grave si tout n'est pas parfait, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais voilà, c'est aussi mon message avec cette vidéo, c'est... on y va, on est ensemble, on est soudés, mais par contre, il faut agir. Moi, je fais partie de ceux qui agissent. La magie, c'est l'âme qui agit. Voilà, moi, je suis pas du tout dans le délire de méditer pour la paix, de canaliser la Galactic Federation ou je sais pas quoi, et d'attendre qu'on nous sauve. Mais ça, c'est niette, quoi. Personne va nous sauver. Il faut se sauver soi-même, se bouger sur des choses basiques. La nourriture, la santé, voilà, la vie, quoi.
Et donc voilà. Merci pour votre écoute et à bientôt.